Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup d'astronomie et de philosophie des sciences. Donc je vais faire de la philosophie des sciences mais en prenant pour objet, on va dire, l'astronomie, donc là plus particulièrement l'univers et les objets qui le composent. Donc en fait aujourd'hui on va parler de la représentation en fait de l'univers et on va parler d'ontologie, donc d'ontologie des objets composant l'univers, que ça soit donc dans le titre j'ai mis de la Lune aux objets théoriques de l'astrophysique parce que euh, on va le voir en fait, c'est des objets qui ont un statut, on va dire, ontologique très différent de par leurs différentes représentations. On va discuter donc de l'ontologie des objets par le prisme de leur représentation, donc de la représentation qu'on en a et qu'on en fait. Donc, en fait, j'ai mes notes ici sur ma tablette à côté. Donc, je vais souvent baisser la tête parce que j'ai envie de rien oublier et j'ai un peu noté ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc voilà, désolé si j'ai toujours la tête baissée. Et aussi, un autre disclaimer que je voudrais faire, c'est que voilà, c'est une petite vidéo, hein, c'est des idées que je vais vous donner comme ça, une sorte d'orientation, enfin une réflexion, voilà, mais ça n'a rien d'exhaustif. Mais alors, vraiment, pas du tout. C'est vraiment rien d'exhaustif. Bien au contraire, hein, c'est vraiment de simple orientation. Donc après, voilà, je vous invite en fait à poursuivre le sujet si jamais il vous intéresse. Voilà, je dis pas que ce que je vais dire n'est pas sérieux, n'a aucune valeur, etc. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, car c'est ma réflexion tout simplement. Alors, premièrement, en fait, j'ai décidé de distinguer en fait différents objets, donc eu égard à leur représentation bien sûr. J'ai décidé en fait de distinguer, on va dire, trois catégories d'objets dans l'univers. Donc en fait, ça va être vraiment en rapport, comme je vous l'ai dit, à leur représentation et du coup à leur observabilité par extension en fait. Donc, la première catégorie, on va dire que c'est les objets observables. Donc, les objets observables à l'œil nu. Donc, par exemple, la Lune, le Soleil, la voûte céleste. La deuxième catégorie, justement, ça va être les objets donc, qui sont non observables à l'œil nu, mais qui sont observables dans les détails grâce à des instruments qui, on va dire, vont pousser nos capacités sensorielles, quoi. Donc, par exemple, voilà, un télescope, par exemple. Donc là, on va pouvoir aller voir plus loin, donc c'est-à-dire les planètes, les galaxies, les nébuleuses, voilà tout ça. Ça, on va dire, c'est des objets qui sont pas observables, enfin, qui sont pas observables sans médiation, c'est-à-dire que avec seulement mon œil, je ne peux pas les voir, hein, vraiment. Je peux voir un point, c'est tout ce que je peux voir, mais si je veux voir vraiment la chose comme elle est, en fait, je ne peux pas vraiment, je ne peux pas vraiment la voir à l'œil nu. Il faut absolument un instrument. Et la troisième catégorie, donc c'est ça, c'est on va dire la catégorie sur laquelle vraiment va tourner un petit peu notre argumentation. Ça va être les objets donc uniquement observables indirectement et par déduction grâce à des instruments. Donc on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, ça va être par exemple les trous noirs, les trous de verre, etc. Donc ça va être des objets qu'on ne peut pas observer directement euh, par l'observation grâce à un télescope. Par exemple, je ne peux pas regarder un trou noir avec un télescope. Je ne vais rien voir en fait. Je ne peux le voir que, on va dire, par exemple avec une lentille gravitationnelle. Là, je peux voir entre guillemets, observer entre guillemets le trou noir. Je mets des guillemets parce que vous l'avez bien compris, vous sentez un peu la tension qu'ici on ne parle pas vraiment d'observation, vu qu'on parle d'observation indirecte. Et est-ce que quand on parle d'observation indirecte, on peut toujours parler d'observation, on peut toujours dire qu'on voit? Non, on voit pas vraiment. On voit, on va dire, les écumes de ce qu'est l'objet, mais on ne voit pas l'objet. Pour moi, il y a vraiment trois catégories, et la troisième, elle est un petit peu plus complexe. Donc, chacun de ces objets, afin d'exister pour nous, et donc d'exister en soi, ils vont être soumis à notre représentation. Ils vont être soumis en fait à notre capacité de bien les représenter et de traduire au mieux ce qu'ils sont. Donc voilà, pour ça, il va y avoir plusieurs types de représentation. Donc on va voir tout de suite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la représentation? Donc représenter, c'est rendre présent l'absent. Donc je pense déjà que rien qu'en disant ça, on peut toucher du doigt de ce que c'est la représentation. Donc en l'occurrence, pour le sujet qui nous intéresse, ce serait aussi rendre visible et palpable l'invisible et l'intangible par nature. Les représentations nous permettent de créer des idées intelligibles d'objets réels. On peut prendre l'exemple en fait des différentes représentations de Napoléon, par exemple, donc un grand personnage historique dans l'histoire et dans l'histoire de l'art.
Et en fait, donc voilà, ces différentes représentations de Napoléon, par exemple, que ce soit picturales, dans des textes ou autres, vont en fait nous créer une idée de qui était Napoléon. Si vous voulez, une image mentale de ce qu'il était, même physiquement, je veux dire. On sait très bien qu'un tableau, par exemple, représente Napoléon, mais il ne fait que le représenter, c'est-à-dire que ce n'est pas lui sur la photo, ce n'est pas Napoléon, c'est une représentation de Napoléon. Et donc cette représentation-là va nous permettre de nous créer une image mentale, en fait de s'imager, de s'imaginer ce qu'il était, à quoi il ressemblait. Donc on peut du coup de ce fait distinguer plusieurs types de représentations. Des représentations qui vont être par le discours, par la photographie, par la peinture, des représentations qui vont être par les textes, etc. Il y a plusieurs formes en fait de représentation. On peut représenter quelque chose de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, pour le sujet qu'on va traiter, ça va être plutôt les représentations liées à l'image qui vont nous intéresser. Donc dans les représentations par l'image, je vais appeler ça les représentations par l'image, on peut encore distinguer, on va dire, 2 à 3 types. La première, ça va être la représentation médiate par l'imagination. Donc là, il va s'agir d'une représentation artistique, donc c'est-à-dire par exemple la peinture, le dessin, etc., qui veut se rapprocher de la réalité, mais qui reste encore trop subjective, et donc peu fiable, par définition. Pour l'espace, pour l'univers, on va dire, les représentations artistiques sont souvent très fantasmées et pas du tout représentatives de ce qui est en fait. Elles ne le sont pas car au vu de l'inaccessibilité observationnelle de l'espace, bah ça, on va dire, ça mène à plusieurs fantasmes autour de ce dernier, on va dire, et ça crée, on va dire, un imaginaire collectif qui va être super fertile. Donc cet imaginaire collectif très fertile, ça va impliquer forcément une grande production artistique, une surreprésentation de l'objet en question, donc là à savoir l'univers et les objets qui le composent. Donc voilà, étant donné que c'est un objet peu observable d'une manière générale et assez obscur, comme par exemple peuvent l'être les abysses, bah, ça va être surreprésenté. Pourquoi en fait là représenter des choses que voilà on peut pas voir tout de suite comme ça, que monsieur tout le monde ne peut pas prendre en photo avec son iPhone par exemple, c'est toujours pour la même quête, pour l'homme, qui est une quête de sens toujours. Donc voilà cette quête de sens qui va le pousser en fait à représenter son environnement, à représenter la nature si on peut dire. Étant donné qu'on n'a pas un rapport et un accès, on va dire, direct et immédiat à ces objets, donc aux objets de l'univers, nos représentations de ces derniers, elles vont être biaisées parce que basées sur beaucoup d'autres représentations qui vont être fantasmées. Par exemple, un trou noir. Un trou noir, vous allez plutôt me dire que ça ressemble à ça plutôt qu'à ça. Parce que dans l'imaginaire collectif, un trou noir, ça ressemble à ça. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer directement, qu'on ne peut pas observer sans médiation, et qui du coup a créé beaucoup de fantasmes, on va dire, et surreprésenté, on va dire, dans l'art. Déjà que l'univers d'une manière générale est relativement surreprésenté, mais les objets dans ce même univers qui sont encore moins tangibles, qui sont encore moins observables, bah ça va être encore plus, c'est limite eux qui vont avoir une sorte de monopole de la représentation dans l'art. Le monopole de la représentation de l'univers, j'entends. Donc un deuxième type de représentation, ça va être la représentation issue d'une observation médiate, mais directe, grâce à un instrument d'observation, comme par exemple un télescope plus un appareil photo. Donc ici, en fait, on capture la réalité telle qu'on la voit, et non telle qu'on l'imagine, comme dans la première représentation avec l'art, tout ça qu'on a vu tout à l'heure. Par définition, cette méthode de représentation, elle est plus fidèle à la réalité. Elle concerne ainsi les objets observables directement, comme la Lune ou le Soleil, mais aussi les objets plus lointains, inobservables à l'œil nu, mais qui pourraient l'être si l'on s'en rapprochait, comme les galaxies, les nébuleuses, etc. Donc ça concerne les catégories d'objets numéro 1 et 2 qu'on a vu en début de vidéo. Donc en fait ici il s'agit d'une représentation, donc moi je pense beaucoup à la photo, ça va être une représentation qui va être fidèle, qui va être basée sur une observation directe, sur une observation médiate certes parce qu'on utilise un instrument, mais qui sera directe, c'est-à-dire que on voit ce qui est là. On n'interprète rien, on ne déduit rien, on voit ce qui existe. Quand je regarde Saturne au télescope, je la vois telle qu'elle est. Je ne la vois pas je ne la vois pas indirectement par l'intermédiaire d'autres choses, etc., d'ondes radio ou que sais-je. Je la vois vraiment telle qu'elle est. J'ai une image d'elle avec ses couleurs, etc., telles qu'elles sont en réalité, on va dire. Donc du coup, le troisième type de représentation, ça va être une représentation qui sera issue d'une observation indirecte,
est basée sur la déduction. Donc là, on est sur autre chose, hein. Donc par exemple, la représentation issue d'une observation grâce par exemple aux lentilles gravitationnelles, au rayonnement X, etc., au rayon X, etc. Donc parfois, en fait, l'observation, on va dire directe et médiate, donc par exemple grâce à un télescope et un appareil photo, est impossible. Donc forcément, la représentation via l'observation, via cette observation-là, donc du télescope et de l'appareil photo, elle va pas être possible non plus. Donc alors si elle n'est pas possible, il va falloir opter pour une observation qui va être indirecte. Donc là, j'ai l'impression déjà que c'est quasiment un oxymore, parce qu'une observation, c'est voir. Voir, c'est direct. Donc c'est vrai que dire observation indirecte, déjà, je trouve qu'on sent une petite tension, on va dire, interne au concept là. Je dis pas que c'est oxymorique non plus, mais je dis juste que c'est... Bon, vous allez le voir ensuite, c'est assez contre-intuitif. Donc ce type d'observation indirecte entraînera alors une représentation qui sera assez théorique, qui sera assez abstraite des objets observés. Parce que les objets eux-mêmes, en fait, les objets observés eux-mêmes sont théoriques. Ils sont théoriques parce qu'on ne peut pas prouver leur existence de manière empirique par observation. Vu que, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas vraiment les observer directement, donc, par extension, on ne peut pas prouver leur existence empiriquement. Cette représentation ne suffit généralement pas à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que les gens en veulent plus pour pouvoir mettre du sens dessus. On va dire que le simple fait d'avoir une représentation indirecte, ça ne suffit pas aux gens. Parce que c'est une représentation qui sera trop abstraite et trop peu claire. Donc c'est pour ça que ce type d'objets, souvent, donc c'est-à-dire les objets théoriques de l'astrophysique, hein, ce qui est dans le titre, comme vous avez pu peut-être le remarquer maintenant, ça va être des objets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont être surreprésentés. Donc dans la première représentation, qui va être la représentation de l'imaginaire, la représentation, on va dire, artistique. Ces objets-là, qui ne sont pas observables directement, voilà, ils vont être très représentés dans le milieu de l'art. Donc là, ce que je trouve super intéressant, maintenant que voilà, vous avez en tête, on va dire, les différentes catégories d'objets et les différentes représentations liées à ces objets, ça va être, on va dire, le statut ontologique des objets. Parce que en fait, là, pour ce type d'objet précisément, donc c'est-à-dire les objets de catégorie 3 comme les trous noirs ou les trous de verre, pour ce type d'objet, du coup, c'est pas seulement le statut de leur représentation qui va changer, mais en fait, par cette représentation, c'est aussi leur statut ontologique qui change. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les objets de l'univers sont leur représentation par définition. Par exemple, Jupiter n'existe qu'en photo. Si demain je ne peux plus la représenter, si demain on me dit que, voilà, imaginons, hein, si on fait une expérience de pensée, jamais en fait on aurait pu prendre Jupiter en photo pour X ou Y raison, tout simplement Jupiter n'existerait pas. Pour comprendre un petit peu ce phénomène, je vous renvoie à deux auteurs, donc une autrice et deux autres auteurs. Donc c'est Sapir-Whorf, donc en sociologie, donc qui ont fait un gros travail sur les sens, les mondes sensoriels, je crois que ça s'appelle comme ça. Et Judith Butler, quand elle parle de phallogocentrisme, d'économie de la signification, etc. Là, on a affaire, on va dire, à la même chose pour la signification. C'est ça, en fait, que je vais vous faire sentir, c'est que, en gros, si je ne peux pas me représenter quelque chose, si je ne peux pas, par exemple, pour Judith Butler, je dirais nommer quelque chose, mais là, on va dire, vu qu'on parle de représentation, je dirais, représenter. Si je ne peux pas représenter cette chose, en fait, cette chose n'existe pas, tout simplement. Alors, du coup, en fait, pour ce type d'objet, qu'est-ce qu'il en est? Je veux dire, quel statut ontologique on peut donner à ces objets? Parce que du coup, on a senti hein, juste avant que leur représentation, elle était assez complexe, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour leur ontologie? Est-ce qu'on peut dire qu'ils existent vraiment? Donc là, on peut tomber dans le débat réaliste-antiréaliste que je ne vais pas épiloguer maintenant, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, hein. Donc voilà, ça, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, hein, le débat réaliste-antiréaliste qui est super intéressant sur l'existence des inobservables, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc bon, pour conclure, en fait, je vais vous parler d'une photographie d'un trou noir. Là, vous allez me dire quoi? Mais tu viens de nous dire que pendant toute la vidéo qu'on ne pouvait pas prendre en photo un trou noir, machin, tout ça. Justement. Donc, la première photo d'un trou noir, est-ce qu'on peut dire que c'est une mini-révolution scientifique du coup? Et donc voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2019, donc il y a cette photo donc, qui est parue en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette photo, comment ça a été fait, etc. Cette photo a été réactualisée en 2021, donc c'est très récemment pour donner ça.
Et ce sont des vraies photos. C'est-à-dire que là, ça contredit presque tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que je vous ai dit que les objets de catégorie 3, donc c'est-à-dire par exemple les trous noirs, ne pouvaient pas être pris en photo par nature en fait, parce que, alors pas vraiment par nature, parce qu'en soi ils ont quand même une réalité physique, donc ils pourraient être pris en photo, mais en gros là je vais rentrer un peu dans les détails, mais ça devient compliqué donc je vais pas entrer dans les détails, mais disons qu'en fait euh, leur observabilité est si complexe que on n'a pas en fait les, enfin en tout cas on n'avait pas pas en fait les technologies nécessaires et on n'avait pas en fait une avancée technologique nécessaire pour en fait avoir accès à ces objets-là. Donc on parle vraiment ici d'accès. C'est ça bref, encore une fois, le débat réaliste, anti-réaliste, bref. Donc voilà, pour parler de ces photos-là, qui sont super intéressantes, hein, parce que du coup là, il s'agit un petit peu d'un chamboulement, on va dire, ontologique, hein, parce que là, c'est clairement différent, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais juste vous lire un petit texte donc, que j'ai trouvé sur Science et Avenir, donc voilà, pour vous vraiment vous résumer, vous expliquer deux, trois trucs. Voilà, donc je vous lis. Oublions les simulations numériques qui nous présentaient jusque-là des images reconstituées de trous noirs. Place à la vraie photo pour la première fois. À 15 heures exactement, l'équipe a dévoilé à l'échelle mondiale la première photo de M87, le trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87, situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre, dont la masse équivaut gna. Ok. Pour obtenir cette photo, il a fallu mettre en réseau pas moins de 8 radiotélescopes répartis à travers le globe pour former dès 2006 un projet fou, celui d'un télescope virtuel grand comme la Terre dont l'objectif serait bien clair dès le départ, essayer d'obtenir des photos des trous noirs. 13 ans après, c'est fait. Donc du coup, grâce au fait au progrès technique, il y a beaucoup d'efforts internationaux, hein, parce que voilà, on a vu là dans l'article que c'était quand même pas rien, que c'était pas une simple photo comme ça, que c'était beaucoup plus gros, on va dire, techniquement parlant. Donc en fait, ce qui était complètement en fait inobservable directement l'est devenu. La première réelle photo d'un trou noir est alors parue en 2019, puis améliorée en 2021, comme je vous l'ai dit, afin d'avoir une représentation la plus fidèle de ce qu'est un trou noir. Et là, en fait, la représentation du coup qu'on a du trou noir n'est plus du tout celle fantasmée par l'art, comme on l'a pu voir, qui est, voilà, où dans l'art il y a une surreprésentation des trous noirs, etc. Là, en fait, il s'agit d'une vraie photo. Et le mot vraie photo est quand même très, très important. Ça sous-entend qu'il y a des fausses photos de trous noirs. C'est pas des fausses photos de trous noirs, en fait, c'est juste des représentations artistiques. Et voilà, il y a un glissement de sens, en fait, ici. Toutes les photos des trous noirs que vous pouvez trouver, c'est pas des photos, c'est des dessins d'artistes. J'avais vu, par exemple, il me semble que c'était le petit astronome, je crois, quelque chose comme ça, qui parlait justement de ça, c'est-à-dire en fait de cette idée-là que on se fait une idée des trous noirs, enfin une idée on va dire de l'espace et des trous noirs là en l'occurrence, qui est pas la bonne en fait, qu'on croit que c'est des photos, alors que non, c'est pas des photos, c'est des dessins, des peintures, etc. Donc en fait ce qui était théorique, donc c'est-à-dire voilà, ce qui n'était qu'un objet théorique, devient un objet bien tangible en fait. Et on va pas s'étaler en fait sur l'impact scientifique qu'a eu cette nouvelle représentation, eu égard à la relativité générale par exemple, hein. Mais on va plutôt se concentrer sur les impacts ontologiques de cette avancée. En effet, cette nouvelle représentation du trou noir implique alors une revalorisation existentielle. Donc là, j'ai appelé ça revalorisation existentielle parce que je trouve que ça marque bien l'idée que l'existence du trou noir n'a plus la même place en fait dans nos esprits et l'image mentale qu'on se fait du coup n'est plus exactement la même une fois qu'on a vu une photo, une vraie photo d'un trou noir. On passe tout de suite, on va dire, plutôt à comme si on était en train de regarder une nébuleuse ou une planète. Alors qu'avant, on parlait d'objets purement théoriques. Enfin, il y a quand même un grand écart entre ces deux choses, on va dire. Donc là, ce que j'ai mis pour la fin, en conclusion, c'est qu'en gros, cette photo, elle fait flirter, on va dire, le trou noir avec la limite entre les objets inobservables et théoriques de la catégorie 3 et les objets de la catégorie 2, donc que j'ai expliqué au début. En fait, là, ouais, c'est comme si on savait plus si le trou noir était qu'un simple objet théorique, ou alors s'il était au même stade ontologique, au même statut ontologique que Saturne ou que la Lune, par exemple. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on peut presque parler de mini-révolution, enfin mini-révolution scientifique, ou en tout cas de mini-révolution épistémologique. Je suis pas sûr de moi, mais
Quand je dis mini-révolution, c'est pour atténuer un petit peu, parce qu'on ne parle pas non plus de changement de paradigme complet, on parle pas de, voilà, c'est pas un changement de référentiel non plus, mais c'est une avancée telle, je trouve, dans l'étude ontologique des objets, que je trouve qu'on peut presque parler de révolution en fait. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui traitait du coup de la représentation, de l'ontologie, etc. Et de la philo des sciences en fait, d'une manière générale, parce que c'est une vidéo de philo des sciences, ce n'est pas une vidéo d'astrophysique pure, on va dire. Bref, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je ferai d'autres vidéos sur ces sujets-là, donc c'est sur des sujets épistémologiques, ça c'est sûr, c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, parce que c'est vraiment ma passion, donc voilà. Et je vous ferai aussi bien sûr des vidéos d'astronomie, on va dire, et d'actualité astronomique, hein. Mais voilà, donc je pense que la prochaine vidéo portera peut-être sur le débat réaliste-antiréaliste. Et on va dire que cette vidéo pourra faire l'objet d'une sorte de mini-introduction euh, pour, euh, pour, euh, pour cette vidéo-là, justement, du débat réaliste-antiréaliste. Voilà, salut!